1938. Le fusil M1 Garand est une arme d'infanterie exceptionnelle. Alors pourquoi l'armée américaine cherche-t-elle déjà à le remplacer? La réponse est physique. Un fusil de 9 livres et demi est un handicap pour les troupes de soutien. Dans la cabine exiguë d'un camion, le long canon est une gêne. La crosse en bois heurte les côtes du conducteur à chaque virage. Une contrainte, pas une arme. Ceci n'est pas un cas isolé. Pour les conducteurs, les porteurs de munitions, les équipes de mortiers, le Garand est un fardeau. Un équipement lourd et encombrant qui entrave leur mission principale. Pourtant, un simple pistolet ne suffit plus. La tactique du blitzkrieg allemand en Europe a tout changé. Les percées rapides des blindés prouvent que les lignes arrières ne sont plus une zone sûre. L'autodéfense devient une nécessité. Le problème est identifié dès 1938. Mais l'effondrement de la France en quelques semaines accélère la décision. Juin 1940. Le commandement de l'armée américaine approuve officiellement la demande pour une nouvelle arme d'épaule légère. Le cahier des charges est immédiat. Limite de poids, 5 livres. Sangle incluse. Le mode de tir entièrement automatique, un temps envisagé, est abandonné. L'urgence de la production prime sur tout. Pour les troupes de l'arrière, chaque livre compte. Ils transportent déjà du matériel spécialisé, des obus, des outils. Leur mobilité est critique. L'arme utilisera une nouvelle cartouche, le calibre 30, conçu par Winchester. La référence est la munition standard du fusil Garand, la 30-06 Springfield. Le verdict est brutal. La nouvelle cartouche ne produit que 36% de l'énergie du Garand à la bouche du canon. La puissance de feu était le prix à payer pour l'ergonomie. Comment créer une nouvelle arme militaire en 13 jours? Les ingénieurs de Winchester ont assemblé un mécanisme. Des pièces de vieilles carabines de chasse, des pistons à gaz déjà prêts. La mission, intégrer une cartouche affaiblie dans une arme de 2 kg. Le prototype M2 de Winchester pesait 3,4 kg. Trop lourd. David Marshall Williams, l'ingénieur principal, juge la demande irréaliste. Il quitte l'équipe. Les ingénieurs restants décident d'essayer. Pas de conception à partir de zéro. De l'improvisation sous pression. Le bruit métallique des pièces qui ne s'emboîtent pas. Ils prennent le boîtier de détente d'une carabine Winchester, un modèle 1905, une antiquité. Ils adaptent une tige de manœuvre inspirée du système Garand, puis intègrent un piston à gaz à course courte qu'ils connaissent déjà. 13 jours. Moins d'un dixième du cycle de développement standard pour une arme militaire de cette époque. Le résultat, un prototype fonctionnel, léger, bricolé, mais il fonctionne. Voyant que le design était possible, Williams a changé d'avis. Il a rejoint l'équipe pour aider à perfectionner le mécanisme. Le prototype, perfectionné, est envoyé au terrain d'essai d'Aberdeen. Pendant 3 jours, il surpasse tous les concurrents. Puis, le verrou se fissure. L'inspection révèle un défaut de métal. Pas de conception. Mais le verdict est brutal. 24 heures pour remplacer la pièce, un seul jour. Ou la disqualification. Pire encore, l'arme ne peut pas quitter le polygone. L'équipe de Winchester travaille toute la nuit, dans son usine, sans plan. Ils usinent un nouveau verrou en acier, entièrement de mémoire. Le matin, ils retournent à Aberdeen, la pièce en main, sans savoir si elle fonctionnera. Elle est installée, elle fonctionne. Winchester remporte le contrat. L'arme reçoit sa désignation, carabine M1. La production de masse commence. La demande est colossale. Des fabricants improbables sont mobilisés. Des entreprises comme IBM, des fabricants de jukebox comme Rockola. Leurs machines-outils, conçues pour les machines à écrire et les appareils musicaux, étaient parfaites pour l'usinage de précision des petites pièces d'armes. À la fin de la guerre, la production dépasse celle du M1 Garand, 5,5 millions d'unités. Le nombre total de carabines M1 atteint plus de 6 millions. Sur plus de 6 millions d'unités, une part est réservée. Pour une nouvelle élite, les parachutistes. Objectif, Sicile 1943. Au premier contact en Europe, les soldats apprécient. Le recul est faible, le chargeur amovible de 15 cartouches offre une puissance de feu supérieure à un pistolet, pour un poids à peine plus élevé. L'arme se propage au-delà de son rôle prévu. Pour les parachutistes, une version encore plus compacte est créée, la M1A1. Une crosse métallique pliante, une poignée pistolet en bois. Une fois pliée, sa longueur est de 25 pouces. Mais la crosse n'est pas verrouillée, elle est maintenue par une came à ressort. Déploiement rapide. Au tir, la structure vibre. Le métal a du jeu. Pourquoi les parachutistes ignoraient-ils l'étui de jambes réglementaire? Un atterrissage brutal avec du métal sanglé sur la cuisse garantissait une blessure. La solution était simple. La carabine, crosse pliée, était glissée derrière le parachute de secours.
Sur le théâtre du Pacifique, un autre défi, la jungle. Contact ennemi sporadique. L'humidité est à 100%. Un fusil standard, sans nettoyage quotidien, peut être détruit par la rouille en quelques jours. La carabine, elle, survit. Son plus grand atout est chimique. Ses amorces sont non corrosives. Cette composition maintenait la carabine opérationnelle, quand l'humidité neutralisait les autres armes. Mais cet avantage technique masquait un défaut balistique. Un défaut révélé dans le sang. Aux Philippines, l'enthousiasme s'effondre. Un soldat américain tire. Il touche. Le soldat japonais continue d'avancer. Un deuxième tir. Une deuxième touche. L'ennemi ne tombe pas. Il court toujours. Il tire. Pourquoi une blessure mortelle n'arrêtait-elle pas l'attaque? La réponse est dans la forme de la balle. Une balle blindée à nez rond de calibre 30, une full metal jacket. Sa conception la rendait stable, trop stable. Elle ne basculait pas à l'impact. La balle traversait les tissus sans transférer son énergie cinétique. Elle perforait le corps comme une aiguille. Des orifices d'entrée et de sortie nets. Pas de choc hydrostatique, pas de paralysie nerveuse. La blessure était mortelle, mais la mort n'était pas immédiate. L'hémorragie mettait plusieurs minutes à neutraliser la cible, une fenêtre de temps. Assez pour que l'ennemi vide son propre chargeur. Pour le tireur américain, l'effet est dévastateur. Son arme semble impuissante. Un fusil qui ne tue pas sur le coup, une sensation de frapper dans le vide. Un cauchemar où les coups ne portent pas. Mais le risque, lui, est bien réel. La perte de sang finissait par faire son œuvre, trop tard. Un soldat mortellement blessé disposait encore de précieuses secondes pour riposter. En Europe, ce défaut balistique devient une question de survie. Sur le papier, une arme d'infanterie légère. Pour les vétérans du front, un jouet inutile. L'histoire d'un soldat en Normandie devient un symbole. Il raconte la scène. 4 tirs à bout portant sur un soldat allemand. L'homme ne s'arrête pas, il continue d'avancer. Un autre vétéran jette sa carabine quelques jours après le débarquement. Il la remplace par un pistolet mitrailleur Thompson et terminera la campagne avec. La raison était simple. La balle du Thompson, calibre 45, possédait le pouvoir d'arrêt qui manquait cruellement à la carabine en combat rapproché. Les troupes expérimentées ont commencé à rejeter massivement l'arme. Ils la remplaçaient par des fusils M1 Garand dès que possible. Les rapports officiels ont commencé à remonter au commandement de l'armée. Le commandement est forcé de réagir. Les rapports s'accumulent. Comment compenser la faiblesse du calibre? En augmentant la densité du feu. La réponse, la carabine M2. Cadence de tir automatique, 750 coups par minute. Mais la production ne démarre qu'en avril 1945, trop tard pour le front européen. Pourtant, une solution plus radicale est déjà en service, la carabine M3. Une M2 équipée d'une lunette infrarouge. Son baptême du feu, avril 1945, la bataille d'Okinawa. Cette technologie donne aux soldats américains un avantage absolu, voire dans la nuit noire. Mais elle a un prix. L'opérateur doit porter une batterie plomb-acide de 30 livres sur son dos, 13 kg d'équipement. Une seule arme nécessitait une équipe de 2 ou 3 hommes, un pour tirer, les autres pour le soutenir et l'assister. Durant la première semaine des combats, cette technologie fut responsable de 30% des pertes japonaises. Mais l'avantage technologique d'Okinawa s'est écrasé sur la réalité de la guerre de Corée. Le froid a tout changé. L'hiver 1950, les températures chutaient jusqu'à moins 30 degrés Celsius. À ce niveau, le lubrifiant standard pour armes devenait une pâte solide. Une colle qui bloquait les mécanismes. Pour la carabine, c'était fatal. Son système à piston à course courte manquait de puissance. Une tentative de tir sur le terrain gelé. Le son est un cliquetis lent, pâteux. La culasse se meut avec une viscosité anormale. Le piston à gaz n'a pas assez de force pour achever le cycle de rechargement. L'arme est bloquée, inerte. Les soldats découvrent une solution désespérée, tirer pour réchauffer. Il fallait entre 5 et 20 cartouches, tirées à vide, juste pour que le métal chauffe et que l'automatisme fonctionne. Des munitions gaspillées avant même que le combat ne commence. Sur des cibles à moins de 50 yards, cette inertie était une condamnation. Des rapports multiples signalent des balles incapables de traverser les vêtements d'hiver matelassés des soldats chinois. Le fusil M1 Garand souffrait aussi du gel, mais différemment. Son mécanisme était plus robuste. Son système d'emprunt de gaz à longue course générait une énergie mécanique bien supérieure,
capable de forcer le passage à travers le lubrifiant congelé. Mais la défaillance n'était plus mécanique, elle était chimique. Dans certaines unités, l'ordre était direct, viser la tête. C'était la seule solution. Un soldat américain voit un soldat chinois chargé. Distance, 25 yards. Il tire. La balle frappe en pleine poitrine. L'ennemi vacille, marque un temps d'arrêt et continue d'avancer. Son épaisse veste d'hiver matelassée a absorbé l'impact. Certains vétérans jureront avoir touché un homme 3-4 fois, sans succès. Pourquoi les balles étaient-elles soudainement impuissantes? La réponse était dans la poudre. Les cartouches de l'arsenal de Lake City utilisaient la poudre sphérique WC-820, une poudre à double base de nitroglycérine, extrêmement sensible au froid. Avec une chute de température de 103 degrés Fahrenheit, sa pression s'effondrait 3 fois plus vite que celle de la poudre du M1 Garand. L'énergie cinétique devenait trop faible pour pénétrer l'équipement d'hiver. Le problème était aussi humain. La carabine était l'arme du personnel de soutien et administratif. Des soldats avec peu d'expérience du combat. Soudain, ils se retrouvent en première ligne, pris dans des embuscades, avec une arme qui ne les protège plus. Le constat était unanime. Même les soldats chinois qui utilisaient des carabines M1 et M2 capturées partageaient ce mépris pour sa faible puissance d'arrêt. Les troupes n'avaient pas le choix. Elles devaient se battre avec ce qu'elles avaient. Le développement d'un nouveau fusil universel était déjà en cours. L'attente défensive en Corée préfigurait un nouveau théâtre d'opération. En 1956, ces carabines obsolètes seraient envoyées aux conseillers militaires au Sud-Vietnam. Sur le terrain gelé, seule la carabine M3 voyait son usage maintenu. Une version dotée d'une lunette infrarouge. Sa portée effective, 125 yards. L'arme est-elle devenue plus fiable à la fin de l'hiver? Non. Ce sont les attentes des soldats qui ont changé. Les troupes ont développé de nouvelles procédures pour le froid extrême. La principale, retirer entièrement le lubrifiant des mécanismes. Une sensation de métal glacial entre les doigts nus. La mobilité était impossible. Un bloc batterie lourd et encombrant clouait le soldat à sa position. Il devenait un simple élément de défense statique. Au total, 20 000 systèmes M3 furent fabriqués. Leur seule mission, détecter les infiltrations nocturnes. Les rapports sur les performances de la carabine s'amélioraient, mais la raison était tactique, pas mécanique. Le front s'était stabilisé, figeant l'arme dans ce rôle défensif. 1956, le Sud-Vietnam. L'arme, retirée des positions défensives coréennes, trouve une nouvelle guerre et un nouvel utilisateur. Le soldat de l'armée de la République du Vietnam. Sa taille moyenne, 1,52 m. Pour lui, le fusil standard M1 Garand est un fardeau. 110 cm de bois et d'acier, physiquement inutilisable pour les longues marches en jungle. La carabine M1 est une solution. Compacte, légère, parfaitement adaptée. Certains soldats reçoivent l'arme, puis scie une partie de la crosse en bois. L'objectif, une arme encore plus maniable dans la végétation dense. Les États-Unis fournissent massivement 800 000 carabines M1 et M2 au total. L'arme devient l'équipement standard, la plus répandue durant les premières phases du conflit. La mobilité est un avantage tactique décisif. Mais l'ennemi s'adapte. Le Viet Cong reçoit le SKS, puis l'AK-47. Sa munition, la 7,62 x 39 mm, change la donne. La puissance de feu devient supérieure. L'avantage ergonomique de la carabine ne suffit plus. À partir de 1964, le remplacement commence. Le M16 arrive. 1,5 million de carabines seront laissées au Vietnam à la fin de la guerre. Mais pour les forces américaines, leur ère est terminée. Dans les années 70, l'armée a retiré les dernières unités du service actif. Mais sa réputation a survécu. Une légende d'inefficacité. Les balisticiens modernes ont décidé de vérifier. La balle de calibre 30 était-elle vraiment incapable de percer un uniforme d'hiver? Les tests en laboratoire ont prouvé le contraire. Une munition standard pénètre la cible et poursuit sa course à travers l'équivalent de 21 pouces de chair humaine. La norme du FBI exige une pénétration minimale de 12 pouces pour atteindre les organes vitaux. La carabine a presque doublé cette performance. Le test a été mené par The Box of Truth, une ressource de référence. 8 couches de tissu éponge imbibées d'eau, congelées, rigides comme une planche. L'épaisseur totale, 1 pouce, une fois compressée. La munition a facilement traversé le matériau gelé. Puis, elle a pénétré 7 gallons d'eau.
Cette masse liquide crée une résistance hydrodynamique équivalente à 21 pouces de gélatine balistique. La preuve par la physique. Le mythe du vêtement gelé était faux. Le problème n'était pas la puissance de la balle. Mais il y avait une autre variable, une variable humaine. La balle a pénétré l'équivalent de 21 pouces. La balle traverse, mais l'ennemi reste debout. La raison n'est pas la pénétration, c'est la balistique terminale et le stress du combat. Sous le feu, la perception se dégrade, un phénomène documenté. Le soldat croit toucher sa cible. En réalité, il rate, totalement. Le vrai problème est la munition elle-même. Une balle blindée, full metal jacket, trop rapide pour agir comme une balle de pistolet, tel le lourd 45 ACP qui écrase les tissus. Trop lente pour agir comme une balle de fusil, qui bascule et se fragmente à haute vitesse. La balle du M1 carbine est dans une zone morte. Elle entre, garde sa forme. Elle sort. Le transfert d'énergie est minimal. Le canal de blessure étroit. L'incapacitation n'est pas garantie. Exactement ce que les soldats décrivaient. La solution, un autre projectile. La balle à pointe creuse. Son nez est doté d'une petite cavité. Au contact des tissus, la cavité se remplit de fluide. La pression hydraulique déchire l'enveloppe de métal. L'expansion. Au lieu de filer droit, la balle prend la forme d'un champignon. Son diamètre augmente. Sa vitesse chute brutalement à l'intérieur de la cible. L'énergie est transférée au corps. Les dégâts tissulaires s'amplifient. La menace est neutralisée, rapidement. Les forces de l'ordre utilisent ces munitions. Les militaires, non. La cause, la déclaration de La Haye de 1899. Elle interdit les projectiles conçus pour s'expanser ou s'aplatir facilement dans le corps humain. L'usage de munitions à expansion reste donc proscrit dans les conflits internationaux.